L'ancienne Rome n'était pas que statue de marbre et discours glorieux. Elle était étrange. Elle était sale. Et parfois, elle était si bête que ça en faisait mal. Oubliez les livres d'histoire. Nous plongeons dans la folie réelle. Voici 33 raisons absurdes pour lesquelles l'ancienne Rome était un immense brasier glorifié. Hacking. L'empereur Caligula déclara la guerre à la mer. Oui, vous avez bien entendu. Non pas à la Parthie, non pas à la Germanie, mais à Neptune lui-même, le dieu de la mer. Après une campagne militaire ratée ou peut-être simplement imaginée en Bretagne, Caligula, dans un accès de ce que les historiens appellent généreusement excentricité, et le reste d'entre nous appelle être complètement cinglé, marcha avec ses légions vers les plages de la Gaule. Il ordonna à ses soldats d'attaquer l'eau, transperçant les vagues avec leurs épées. Et le butin de cette glorieuse victoire? Il ordonna à ses troupes de ramasser des coquillages, les appelant « butin de l'océan ». Imaginez être un légionnaire romain endurci, entraîné à conquérir le monde connu, réduit à ramasser de jolis coquillages sur la plage parce que votre empereur avait un différend avec la marée. La logistique seule dépasse l'entendement. Avait-il besoin de formation spéciale anti-vague? Y avait-il des promotions pour une collecte de coquillages particulièrement agressive? Pure folie. 2. Le condiment préféré des Romains vous ferait probablement expulser aujourd'hui. Oubliez le ketchup ou la moutarde artisanale. Le summum absolu du délice culinaire romain, tartiné surtout, des plats raffinés aux rations des soldats, était le garum. Et qu'était le garum? Essentiellement des entrailles de poissons fermentés, liquéfiés et pourris. Intestins, sang, branchies, tout le paquet, tout écrasé, salé et laissé à putréfier au soleil pendant des mois, jusqu'à ce qu'il se décompose en une sauce piquante et riche en umami. Pensez à une sauce Worcestershire antique, mais faite en laissant des animaux écrasés sur la route dans un seau. L'odeur était apparemment si puissante que la production de garum était souvent interdite dans les limites de la ville. Pourtant, ce jus de poisson puant était commercialisé à travers l'Empire, se vendait à des prix élevés et était considéré comme un aliment de base absolu. Les Romains payaient des fortunes pour du garum vieilli, millésimé. Imaginez essayer ce discours de vente aujourd'hui. Essayez notre nouvelle sauce artisanale. Ça sent la mort, mais les notes de saveur de maquereau décomposés sont simplement divines. 3. Les toilettes publiques romaines étaient des centres de socialisation malaisants. Imaginez ceci. Vous devez utiliser les installations dans la Rome antique. Vous vous dirigez vers les latrines publiques, une grande pièce avec de longs bancs de marbre garnis de trous, juste les uns à côté des autres. Pas de cabine, pas de cloison, aucune intimité. Vous seriez assis là, épaule contre épaule, avec des inconnus, des sénateurs, peut-être même votre patron, faisant vos affaires, tout en discutant tranquillement de politique, de potins ou des courses de chars. Et le nettoyage? Oubliez le papier toilette. Ils utilisaient un xylospongium, en gros, une éponge sur un bâton, qui était ensuite rincée dans un canal d'eau courante et laissée pour la personne suivante. Oui, une éponge à fesses communes. Cela ressemble à un cauchemar hygiénique croisé avec l'exercice de team building le plus inconfortable jamais inventé. Des affaires étaient probablement concluses en plein effort. Le média social original peut-être? Juste plus collant? 4. Ils avaient un festival massif où les maîtres servaient de leurs esclaves. C'était appelé les Saturnales, une fête extravagante d'une semaine en décembre en l'honneur du dieu Saturne. Et pendant ce temps, l'ordre social romain rigide partait complètement en vrille. Les esclaves étaient traités comme des égaux, parfois même servis par leurs maîtres. Les jeux de hasard, normalement interdits, étaient monnaie courante. Des cadeaux étaient échangés, généralement des cadeaux farces, comme des coussins péteurs faits de vessie de porc. Bon, peut-être pas exactement, mais proche dans l'esprit. Écoles et entreprises fermaient, les tribunaux cessaient leurs activités et tout le monde faisait juste la fête. C'était une soupape de sécurité nécessaire, permettant de relâcher la pression dans une société strictement hiérarchique. Mais imaginez la gueule de bois, pas seulement du vin, mais de la gêne sociale le lendemain de la fin des Saturnales. D'accord, Lucius. Excellent travail en me servant du vin hier. Maintenant, retourne nettoyer le vomitorium et fais semblant de ne pas m'avoir entendu traiter le sénateur Gracchus de sac à vent pompeux.
5. Les Romains utilisaient de l'urine comme bain de bouche et blanchisseur de dents. Laissez cela pénétrer. Alors qu'ils construisaient d'incroyables aqueducs acheminant de l'eau fraîche sur de vastes distances, certains Romains regardaient apparemment un pot de chambre et pensaient « hygiène dentaire ?» L'ammoniac dans l'urine possède des propriétés nettoyantes et peut agir comme agent de blanchiment, ce qui est probablement la raison pour laquelle cette pratique aromatique a pris de l'ampleur. Ce n'était pas n'importe quelle urine, remarquez. Apparemment, l'urine importée d'Espagne était considérée comme particulièrement puissante et désirable, parce qu'évidemment, vous voulez de l'urine de bonne qualité pour vous gargariser. Pensez à la pure dévotion. Des conteneurs d'excréments humains éventés traversant la Méditerranée, juste pour qu'un Romain fortuné puisse obtenir ce sourire éclatant et frais à l'ammoniac. Cela donne un sens complètement nouveau et horrible à l'haleine du matin. On doit se demander si les dentistes romains n'ont pas simplement abandonné complètement. 6. Oubliez les filtres Instagram. Les graffitis de rue romains étaient le fil d'actualité original non filtré des réseaux sociaux. Les murs de villes comme Pompéi étaient absolument recouverts de messages allant de déclarations d'amour comme « Séréna te déteste, Isidorus » à des soutiens politiques, des blagues grossières, des critiques de prostituées. Un soldat de la 7e Légion se vantait de ses aventures, notant que seules quelques femmes l'avaient même remarqué, et que celles-ci le regrettaient surtout financièrement, et même des plaintes concernant des voisins bruyants. Les gens gravèrent des messages sur qui leur devait de l'argent, se vantaient en tas de conquêtes sexuelles ou griffonnaient simplement « Gaius était ici » dans la pierre. C'était brut, souvent mal orthographié et hilarant d'humanité. Un tableau d'affichage public pour chaque pensée aléatoire, vantardise ou insulte qui venait à l'esprit de quelqu'un. Imaginez-le comme Twitter, mais gravé dans la pierre, avec absolument aucune chance de supprimer ce post ivre embarrassant plus tard. Primitif? Peut-être. Permanent? Absolument. 7. Les riches romaines utilisaient à eux la sueur de gladiateurs comme produit de beauté haut de gamme. Oui, laissez cette image macérer. Après un combat brutal, la crasse, le sang et la sueur raclée du corps d'un gladiateur victorieux à l'aide d'un outil appelé strygile étaient considérés comme un puissant aphrodisiaque et une crème faciale. Cette eau de l'arène était recueillie, embouteillée dans de minuscules fioles et vendue aux riches matrones comme cosmétiques de luxe. Les gladiateurs étaient les rockstars de leur époque. Et apparemment, posséder un peu de leur essence corporelle était le geste ultime de fan. Imaginez payer le prix fort aujourd'hui pour un petit pot de sueur d'athlète, en croyant que cela vous rendrait irrésistible. C'est moins, peut-être est-elle née avec, plus, peut-être est-ce la saleté raclée d'un gars qui vient de poignarder quelqu'un. Car rien ne dit allure, comme le fait de sentir vaguement le sable, le sang et le désespoir. Vraiment le summum des soins de la peau. Hit. Les prêtresses sacrées gardiennes de la flamme éternelle de Rome faisaient face à une mort horrifiante si elles brisaient leurs vœux, être enterrées vivantes. Les Vestales occupaient l'une des positions les plus prestigieuses accessibles aux femmes à Rome. Choisies jeunes filles, elles entretenaient le feu sacré dans le temple de Vesta, censé assurer la survie de Rome. Pendant 30 ans, elles vécurent dites dans le luxe mais sous un vœu strict de chasteté. Si ce vœu était rompu, ou même suspecté de l'être, la punition était d'une cruauté unique. Puisqu'il était interdit de verser leur sang sacré, la Vestale fautive était vêtue de vêtements funéraires, portée dans une litière fermée, comme si elle était déjà morte, et descendue dans une chambre souterraine avec une petite quantité de nourriture et d'eau. Ensuite, l'entrée était scellée, la laissant mourir dans l'obscurité. Tout cela parce que laisser le feu s'éteindre ou être surprise en train de sortir avec quelqu'un était considéré comme une offense catastrophique contre l'État. Parler de pression. Tolérance zéro pour les foyers froids. 9. Besoin d'argent rapidement? Dans la Rome antique, vous pouviez légalement vendre vos propres enfants comme esclaves. Si la société romaine mettait l'accent sur le pouvoir du père, le pater familias, cette autorité s'accompagnait de droits véritablement glaçants. Si un père tombait dans de graves dettes ou la pauvreté, la loi lui permettait de vendre sa progéniture pour couvrir ses pertes. Ce n'était pas une mesure rare et désespérée. C'était une partie acceptée, bien que regrettable, du paysage juridique.
Imaginez la dynamique familiale où votre père détient littéralement le reçu de votre liberté, prêt à vous monnayer si les temps deviennent difficiles. Cela jette une ombre plutôt sombre sur tout le concept des valeurs familiales, n'est-ce pas? Planification financière à la romaine. C'était brutal, déshumanisant et parfaitement légal. Soudain, se plaindre de son argent de poche semble assez trivial. 10. Oubliez le contrôle des portions. Les élites romaines ont perfectionné l'art de la consommation excessive suivie de la purge. Ces banquets massifs, durant des heures et proposant des plats exotiques, ne visèrent pas seulement à savourer les saveurs, c'étaient des tests d'endurance en gloutonnerie. Pour maximiser la consommation, les riches romains provoquaient souvent des vomissements entre les plats. Maintenant, clarifions le mythe. Le vomitorium n'était pas une pièce pour vomir, c'était un passage d'entrée-sortie dans les amphithéâtres. Mais la pratique de vomir délibérément pour faire plus de place? Absolument réelle, surtout lors des festins les plus décadents. Ils se chatouillaient la gorge avec des plumes ou utilisaient des émétiques d'os spéciaux. C'était une façon d'afficher la richesse. Regardez combien de flamands rôtis je peux me permettre de manger et de gaspiller. Et une pure indulgence poussée à un extrême écœurant. Moins de gastronomie, plus de compétition alimentaire avec une intermission horriblement salissante. Objectif du dîner, mangez votre poids en langue de pont. 11. Alors que vous pourriez avoir un chat ou un chien, certains Romains gardèrent des animaux de compagnie un peu plus ambitieux, comme des murènes ou même des fourmis. Oui, des fourmis. Les Romains, riches aux goûts excentriques, cultivaient parfois des colonies de fourmis, trouvant sans doute leur agitation industrieuse relaxante, mais le véritable symbole de statut était la murène domestique. Les Romains construisaient des bassins d'eau de mer élaborés, appelés piscines, souvent connectés à leurs salles à manger, pour abriter ces grands prédateurs aux dents acérées. Certains propriétaires s'y attachaient profondément, parant leurs anguilles de bijoux comme des boucles d'oreilles. Crassus, un célèbre orateur, aurait pleuré à la mort de son anguille préférée. D'autres, comme Vedius Pollio, avaient une réputation plus sinistre. Il aurait nourri ses murènes avec des esclaves qui lui déplaisaient. Qu'il s'agisse d'animaux choyés ou d'instruments de terreur, garder de gigantesques serpents de mer dans son salon fait assurément sensation. C'est bien mieux qu'un poisson rouge n'importe quel jour. Surtout si le poisson rouge mord en retour. 12. Les plombiers romains. Les héros méconnus des aqueducs raccourcissaient probablement leur propre vie à chaque tuyau qu'ils posaient. L'incroyable système d'eau de Rome reposait fortement sur des tuyaux en plomb. Le plomb était abondant, facile à modeler et parfait pour la plomberie. Parfait, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on considère la partie empoisonnement lent. Les dangers du plomb n'étaient pas un mystère complet. Des écrivains anciens comme Pline l'Ancien mentionnaient des problèmes de santé liés à cela. Mais malgré les risques, le plomb était partout, dans les tuyaux, dans les ustensiles de cuisine, même utilisés pour adoucir le vin. Et les Romains, surtout les riches avec une plomberie intérieure étendue, y étaient constamment exposés. Ceux qui fabriquaient et installaient ces merveilles recevaient de fortes doses de poison chaque jour. Ils construisaient des prodiges d'ingénierie qui approvisionnaient les villes en eau douce, mais le matériau même qui permettait ce progrès détruisait silencieusement leur corps. Un triomphe d'ingénierie avec un coup mortel. Du progrès, mais empoisonné. 13. Un empereur aurait ordonné l'exécution de personnes simplement parce qu'elles avaient de plus beaux cheveux que lui. Le pouvoir absolu corrompt, et apparemment, il vous rend aussi incroyablement complexé par votre coiffure. L'empereur Domitien, connu pour son règne autocratique et sa paranoïa galopante, ne supportait apparemment pas que quiconque puisse le surpasser, même en apparence. Bien que les sources historiques puissent être sujettes à l'exagération, des histoires circulaient selon lesquelles Domitien, sensible à sa propre calvitie, éliminait les rivaux perçus sur des questions triviales. Avoir une chevelure plus luxuriante ou peut-être juste une coupe de cheveux plus élégante que l'empereur pouvait théoriquement vous mettre de son mauvais côté, ce qui était généralement un endroit fatal où se trouver. Imaginez vivre dans la peur, non pas de la trahison, mais d'avoir une bonne journée capillaire au mauvais moment. La pire des journées capillaires par décret impérial. Crime, fabulosité excessive, peine, mort. 14.
Oubliez les tweets de colère, les Romains écrivaient des tablettes de malédiction élaborées et les cachaient, parfois dans les toilettes. Si quelqu'un vous faisait du tort dans la Rome antique, vous ne faisiez pas que grommeler. Vous pouviez commander une tabella de fictionis, une fine feuille de plomb inscrite d'une malédiction invoquant diverses divinités ou esprits pour infliger un horrible malheur à votre ennemi. Ce n'étaient même pas des vœux vagues, ils étaient moyens spécifiques, lis la langue de Quintus, que Marcus est une fièvre perpétuelle, rend Plotius impuissant. Et où laissait-il ces instruments de vengeance magique? Souvent enterrés près de la maison de la victime, jetés dans des sources sacrées, ou parfois, bizarrement, déposés dans des égouts publics ou même des latrines, espérant sans doute que la souillure amplifierait le pouvoir de la malédiction. Littéralement jetez vos mauvais souhaits aux toilettes en espérant que les dieux des égouts les livreraient. La vengeance servit froide et légèrement humide. 15. L'empereur Commode ne se contentait pas de gouverner Rome. Il croyait sincèrement être la réincarnation d'Hercule et combattait comme un gladiateur. Alors que les empereurs précédents appréciaient les jeux, Commode a porté cela à un tout autre niveau narcissique. Il ne se contentait pas de regarder, il participait. Vêtu d'une peau de lion comme Hercule, il entrait dans l'arène du Colisée pour combattre. Sauf que ses adversaires étaient généralement des gladiateurs terrifiés, mal armés et ordonnés de perdre, ou parfois juste des citoyens handicapés et des animaux exotiques qu'il pouvait facilement éliminer depuis une plateforme sûre. Il facturait à l'État des frais exorbitants pour ses apparitions. Le Sénat était horrifié, le peuple était d'abord amusé puis probablement perturbé, mais qui argumente avec un empereur maniant une massue qui se prend pour un demi-dieu? C'était le projet de vanité ultime, brouillant les frontières entre le pouvoir impérial, le délire de célébrité et une pure folie dangereuse. Imaginez le président se présentant pour lutter contre des ours en paiement à la séance. Parce que pourquoi pas? 16. Ces luxueuses coiffures romaines provenaient souvent du malheur d'autrui. Oubliez les traitements coûteux en salon, le symbole de statut ultime pour les femmes romaines fortunées, et même pour certains hommes soucieux de leur apparence essayant de cacher leur calvitie, étaient les perruques élaborées. Et d'où venait la meilleure chevelure? Souvent, elle était récoltée, ou plutôt rasée, sur la tête des personnes asservies, en particulier celles de Gaule et de Germanie, dont les cheveux blonds ou roux étaient très prisés. Des corps de métiers entiers s'articulaient autour de l'approvisionnement, du traitement et de la mise en forme de ces cheveux empruntés en coiffure haute et complexe exigée par la mode romaine. C'est un rappel frappant que le luxe romain était souvent directement bâti sur la subjugation humaine. Imaginez l'ampleur de ce marché capillaire. Des cargaisons entières de tresses traversant la Méditerranée juste pour que Flavia puisse réaliser le chignon parfait. Le summum du chic romain. Porter les boucles captives de quelqu'un d'autre. 17. Les pères romains détenaient le droit légal terrifiant, connu sous le nom de pater familias, de tuer leurs propres enfants. Ce n'était pas une loi ancienne et obscure. C'était un pilier fondamental de la structure familiale romaine pendant des siècles. Le pater familias, le mâle vivant le plus âgé d'un foyer, détenait une autorité absolue, de vie et de mort, sur toute sa famille élargie, y compris ses enfants, petits-enfants et esclaves. Bien que l'acte de tuer directement n'ait peut-être pas été une pratique quotidienne, surtout dans les périodes ultérieures, le droit subsistait. Il pouvait décider d'accepter un nouveau-né dans la famille ou d'ordonner son exposition, le laisser dehors pour mourir. Il pouvait vendre ses enfants comme esclaves, forcer des mariages ou infliger des punitions sévères. Cela représente un niveau de pouvoir patriarcal presque inimaginable, rendant les dîners de famille potentiellement létaux. La parole de papa n'était pas seulement la loi, elle pouvait être une sentence de mort. 18. Une des plus belles contributions de Rome au cauchemar pur, la peine du sac. Si vous tuiez votre père, il ne vous exécutait pas simplement. Il mettait en scène un spectacle d'horreur. D'abord, il vous battait avec des verges, puis il vous cousait dans un sac en cuir, avec un chien, un coq, une vipère et, parce que pourquoi pas, un singe. Oui, une pauvre âme devait se procurer un serpent et un singe pour une exécution. La logistique devait être folle. Vous avez le singe, non? L'exécution est à midi.
Une fois enfermé avec vos nouveaux colocataires en colère, le sac était jeté dans une rivière. La justice romaine, en partie procès, en partie zoo, tout un cauchemar. 19. Les Romains riches s'inquiétaient aussi de leur tour de taille, créant d'anciens clubs de fitness qui n'étaient probablement que de pâles ombres des salles de sport modernes. Au milieu des banquets épiques et de l'indulgence générale, certains Romains ont développé une conscience de la nécessité de rester minces, ou du moins d'en avoir l'air. Cela a conduit à l'émergence d'espaces, souvent annexés aux thermes, dédiés à l'exercice physique. Mais oubliez les machines de haute technologie et les entraîneurs personnels. La remise en forme romaine impliquait probablement des choses comme la musculation légère, avec des haltères primitives appelées haltères, la lutte, la course, les jeux de balle, ou peut-être juste des étirements vigoureux. Imaginez des sénateurs corpulents soulevant maladroitement des rochers ou s'engageant dans des matchs de sparring peu convaincants, transpirant probablement à peine avant de retourner au terme, puis probablement de nouveau à un grand repas. C'était moins du P80X, plus une sorte d'échauffement d'avant-festin conçu principalement pour leur donner bonne conscience. Bootcamp antique. 10 répétitions de plaintes sur les impôts. 20. Les autorités romaines utilisaient parfois d'énormes étalages de fausse nourriture pour impressionner ou tromper la populace. La politique est un théâtre, et les politiciens romains l'avaient bien compris. Lors des fêtes publiques, des triomphes ou des distributions de céréales connues sous le nom d'annona, les dirigeants avaient parfois recours à la création d'étalages élaborés d'abondance en utilisant de la nourriture artificielle. Imaginez des piles de pain d'imitation, des fruits sculptés en cire ou en plâtre, ou peut-être même des toiles de fond peintes représentant des greniers débordants. Cela pouvait servir à créer une illusion de prospérité, apaiser les foules agitées, attendant des distributions, ou simplement faire une déclaration politique sans la dépense réelle. C'était un outil de propagande, un moyen de gérer la perception publique par la supercherie visuelle. Les pensées et prières, originales, mais faites de raisins en plâtre. Parce que rien ne dit « nous nous soucions » comme une tromperie immangeable. 21. Oubliez les antibiotiques. Les Romains croyaient que les oignons pouvaient tout guérir, des morsures de chien à la calvitie. Pline l'Ancien, l'érudit romain qui a documenté apparemment tout, a répertorié des dizaines d'utilisations médicinales pour l'humble oignon. Mordu par un serpent ou un scorpion. Frottez un oignon dessus. Vous perdez vos cheveux? Le jus d'oignon à la rescousse? Toux, rhume, problèmes de vision, infections, troubles digestifs, même baisse de libido. Apparemment, l'oignon était la solution. Si les oignons possèdent bien certains composés bénéfiques, les Romains leur attribuaient des pouvoirs de guérison quasi magiques, les prescrivant avec une confiance inébranlable pour une gamme absurde d'affections. On peut se demander si les cuisines romaines sentaient perpétuellement l'oignon, non seulement pour la cuisine, mais aussi pour l'automédication constante. La peste? Avez-vous essayé un oignon? Probablement pas très efficace. 22. La boisson de base de l'armée romaine? Du vinaigre de vin avarié, dilué et avalé à contre-cœur. On l'appelait posca, et pendant des siècles, elle a alimenté les soldats à travers l'Empire, qu'ils l'appréciassent ou non. Fabriquée en diluant du vin aigre ou du vinaigre pur, parfois aromatisé avec des herbes au hasard, la posca était bon marché, omniprésente et techniquement buvable. L'acidité aidait à tuer les bactéries, donc au moins on ne mourait pas de dysenterie, juste de dégoût. Imaginez marcher 30 km en armure complète, et votre récompense est d'ingurgiter un smoothie médiéval au jus de cornichon. Délicieux. Même la Bible la mentionne. Jésus s'est vu offrir une gorgée, la première boisson énergétique de l'histoire. Goût dégoûtant, a probablement sauvé des vies. Cul sec, et essayez de ne pas avoir la nausée. I23. Ces festins romains épiques n'étaient pas de simples repas. C'étaient des événements d'endurance multisensorielle pouvant durer jusqu'à 10 heures, présentant des centaines de plats, où le vomissement n'était qu'une pause stratégique. Nous avons abordé la purge, mais saisissons l'ampleur. Imaginez-vous allongé pendant près d'une demi-journée tandis que plat après plat arrive. Huîtres, loirs cuits au miel, pont rôti, mamelles de truie, langue de flamant rose,
Des plats complexes conçus pour ressembler à toute autre chose. Des centaines d'assiettes, des fleuves de vin. Le but n'était pas seulement la subsistance, c'était une consommation ostentatoire poussée à l'extrême. Provoquer le vomissement n'était pas considéré comme honteux. C'était une nécessité pratique pour continuer le marathon de la goinfrerie, une brève interruption avant de replonger dans le chaos culinaire. Ce n'était pas un dîner, c'était un siège de votre propre système digestif. Un coma alimentaire de 10 heures avec des pauses tactiques. 24. Certains des hommes les plus puissants sur Terre, les empereurs romains, fondaient souvent les décisions critiques de l'État sur les conseils de devins lisant les entrailles de moutons. Tout en projetant une image de pouvoir rationnel, de nombreux empereurs étaient profondément superstitieux, s'appuyant fortement sur diverses formes de divination. Ils employèrent des astrologues, consultèrent des oracles et prêtèrent une attention particulière aux présages comme les trajectoires de vol des oiseaux, augures. Le plus bizarre peut-être, ils s'appuyaient sur les haruspices, des prêtres qui prédisaient l'avenir en examinant les entrailles, en particulier le foie des animaux sacrifiés. Imaginez un conseil de guerre tendu. Général, devons-nous envahir la partie? Attendez, laissez-moi juste voir ce que dit ce foie de mouton. Ça a l'air un peu tacheté. Peut-être reporté à mardi? Des décisions critiques affectant des millions de personnes dépendaient potentiellement de l'apparence des organes internes. Le summum de la planification stratégique. 25. La merveille d'ingénierie de Rome, le système d'égout de la Cloaca Maxima, était une vaste rivière souterraine de crasse puante, souvent entretenue par les couches les plus basses de la société, y compris potentiellement des enfants. Cette plus grande égout, initialement un égout à ciel ouvert, a évolué en un vaste réseau souterrain acheminant les déchets et les eaux de ruissellement hors de la ville. Elle était essentielle pour l'assainissement mais créait un monde souterrain dangereux. L'entretien de ces tunnels sombres et nocifs remplis de déchets humains, d'ordures et de cadavres occasionnels, était un travail dangereux et désagréable, réservé aux pauvres, aux esclaves ou aux condamnés. Des preuves historiques suggèrent que des enfants auraient pu être employés pour des tâches nécessitant de se faufiler dans des passages plus petits. C'est un contraste sombre, l'ingénierie sophistiquée en surface masquant une rivière littérale de misère coulant en dessous, entretenue par les plus vulnérables de la société. Rome n'était pas seulement construite sur des collines, elle était construite au-dessus de tunnels d'horreur. 26. Avant même que les gladiateurs n'aient les sandales poussiéreuses, les matinées au Colisée présentaient souvent des massacres d'animaux. Nous parlons de milliers de créatures, lions, tigres, ours, éléphants, rhinocéros, crocodiles, autruches, expédiés de tout l'Empire juste pour être opposés les unes aux autres ou chassés lors de spectacles élaborés appelés venation. C'était le spectacle d'échauffement. Imaginez commencer votre journée en regardant un ours combattre un taureau, suivi par des archers abattant des girafes importées, le tout avant l'événement principal. La simple logistique et le coût étaient insensés, poussant certaines espèces vers l'extinction. Tout cela pour un peu de divertissement matinal sanglant. Les priorités, à la romaine. Parce que qui a besoin de café quand on a des massacres d'éléphants coordonnés? Absolument brutal. 27. Les Romains sont devenus si ridiculement ostentatoires avec leur richesse que le gouvernement n'a cessé de promulguer des lois interdisant le luxe excessif. Celles-ci étaient appelées « leges sumptuariae », tentant de freiner les dépenses surtout des vêtements fantaisie et teintures coûteuses aux dîners trop somptueux et aux funérailles élaborées. Ont-elles fonctionné? À peu près aussi bien que de dire à l'eau de ne pas être mouillée. Les riches trouvaient toujours des échappatoires ou ignoraient simplement les lois, les considérant plus comme des suggestions. C'était une bataille constante entre la tentative de maintenir l'austérité traditionnelle et l'envie irrésistible d'exhiber son nouveau char en or massif. La preuve que se plaindre du 1% qui exhibe sa richesse est une tradition presque aussi vieille que Rome elle-même. Fut-il? Oui. Hilarant? Absolument. 28. Oubliez les statues, certains empereurs romains exigeaient d'être vénérés comme des dieux vivants de leur vivant, allant même jusqu'à construire des temples en leur honneur. Alors que les empereurs décédés étaient souvent déifiés,
des personnages comme Caligula et Domitien auraient tenté d'accélérer le processus. Ils exigeaient des honneurs divins, adoptaient des titres divins et parfois même remplaçaient les têtes des statues de dieux existantes par leurs propres effigies. Imaginez entrer dans un temple et prier devant une statue de Jupiter avec le visage suffisant de votre empereur qui vous fixe. C'est l'expression ultime de l'ego, brouillant les frontières entre le souverain et la divinité à un degré terrifiant. Le summum du narcissisme atteint. Niveau suivant. Exigez des sacrifices de votre collation préférée. Viget 9. Vous pensez que les fake news sont nouvelles? Les politiciens romains étaient dépassés maîtres dans l'art de la calomnie et des campagnes de propagande militarisées qui feraient rougir les trolls modernes. Pendant les luttes de pouvoir, comme celle entre Octave, plus tard Auguste, et Marc-Antoine, Rome était inondée de rumeurs vicieuses, de documents falsifiés et d'assassinats de réputation diffusés par des pamphlets, des discours et même des pièces de monnaie. Antoine était dépeint comme une marionnette ivre et orientalisée de Cléopâtre, trahissant les valeurs romaines. Octave se présentait comme le vertueux sauveur de la tradition. C'était brutal, efficace et profondément personnel. La première grande guerre de désinformation de l'histoire, prouvant que la diffamation est un art politique intemporel. Il suffit de graver vos mensonges dans la pierre. Ils durent tant plus longtemps. 30. Au moins, un empereur aurait exigé que ses invités lui baisent les pieds. Oui, la prosternation poussait à sa conclusion la plus littérale et la plus avilissante. L'empereur Caligula, encore lui, surprise, ou peut-être Domitien, selon les sources, aurait institué cette pratique comme une démonstration de domination absolue. Imaginez être un sénateur respecté ou un dignitaire en visite, forcé de se prosterner et de poser ses lèvres sur les chaussures impériales. Il ne s'agissait pas seulement de respect, il s'agissait d'humiliation, renforçant le gouffre immense entre le souverain et tous les autres. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu mène apparemment à des fétiches étranges des pieds. On parle d'une ivresse du pouvoir qui commence par les orteils. 31. Les sorcières romaines ne se contentaient pas de préparer des filtres d'amour à base d'herbes. Certaines auraient utilisé des ingrédients comme des restes humains. Désespérés d'amour, de vengeance ou d'influence, certains Romains se tournaient vers des praticiens de la magie dont les méthodes viraient au macabre. Les tablettes de malédiction que nous avons mentionnées, mais des rituels plus sombres décrits par les poètes et les satiristes, impliquaient des ingrédients comme la moelle osseuse, des morceaux de cadavres ou la graisse d'enfants assassinés pour créer des charmes et des potions puissants, souvent malveillants. Qu'il s'agisse d'une réalité répandue ou d'une exagération sordide, la croyance en une magie aussi puissante et terrifiante était réelle. Oubliez les roses et les chocolats. Rien ne dit « je t'aime » comme une potion brassée avec de la terre de cimetière et des morceaux douteux. Conseil de rencontre du côté obscur. 32. Oubliez la retraite. Les soldats romains recevaient parfois des primes sous forme de terre et de prostituées. Après avoir accompli leur long service militaire, les légionnaires se voyaient souvent accorder des parcelles de terre dans les territoires conquis en guise de récompense. Une pratique courante. Mais certains récits historiques suggèrent que, lors de certaines campagnes ou triomphes, l'accès aux prostituées était parfois inclus dans les butins officiels ou les célébrations fournies par l'État ou un général victorieux. Cela souligne le pragmatisme brutal et l'objectivation inhérent à la vie militaire de l'époque. Récompenser le service par des terres agricoles et la fornication sanctionnée par l'État. Ressources humaines. Édition Légion romaine. Certainement pas dans le manuel de l'employé aujourd'hui. 33. Pourquoi partager un bain public quand on peut construire un complexe de méga-spas privé assez grand pour 100 de ses amis les plus proches? Alors que Rome était célèbre pour ses thermes publics massifs, les super riches portaient le bain à un autre niveau avec des bains privés opulents au sein de leur propre villa. Ce n'était pas de simples salles de bain. C'était pas de vastes complexes avec de multiples piscines, chaudes, froides, tièdes, des zones d'exercice, des bibliothèques, des galeries d'art et des espaces de détente, souvent somptueusement décorés de mosaïques et de marbre. Considérez-le comme votre propre spa Bellagio personnel, juste à l'échelle d'une cohorte entière. L'ampleur de l'indulgence privée, conçue pour impressionner les invités et étaler la richesse, est stupéfiante.
Parce que rien ne dit mieux, j'ai réussi, que d'avoir une piscine plus grande que la maison de la plupart des gens. Niveau d'extravagance. Empereur. Rome antique, moins de marbre majestueux, plus de folie, de rince-bouche à l'urine et d'anguilles de compagnie. Preuve que l'histoire n'est pas seulement faite de dates et de batailles, c'est une parade d'absurdités glorieuses et incroyables. Oubliez tout ce que vous pensiez être normal. Maintenant, la grande question. Quel moment WTF romain a complètement grillé vos circuits? Laissez-le en commentaire. J'ai besoin de savoir ce qui vous a brisé. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires qui n'a absolument aucun sens. Parce que le passé est plus étrange que vous ne pouvez l'imaginer. Et nous ne faisons que commencer.